Salut à tous, épisode 47 avec l'équipe Lotto Soudal. On est en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2018 et cela va commencer avec quelques resignatures ou recrutements. En fait, on a une marge qui est très très faible à cet été 2020 puisque on a déjà 26 coureurs sous contrat. En revanche, en 2021, on en aura beaucoup à renouveler ou à remplacer, hein. Mais je commence évidemment par, à tout seigneur, tout honneur, Tish Benoît. Tish Benoît, pour lequel je ne vais absolument pas hésiter à casser la tirelire et lui offrir ce qu'il mérite. Et encore, même je suis en deçà à 140 000 par mois, je suis en deçà de ce qu'il mérite, puisque il a 2 Tours de France, il a 6 monuments ou quelque chose comme ça. Il a un palmarès déjà incroyable, il a 26 ans, ce qui veut dire qu'il a encore la possibilité de gonfler ce palmarès d'une manière inouïe. Bon, on a compris, 140 000, c'est une affaire, on le re-signe pour 3 ans. On offre également une année à Jelle Van Endert, alors qu'on a vu juste avant que j'avais offert également 3 années pour pas très cher à Van Houck, qui est un puncher belge assez jeune, relativement prometteur. On l'a notamment vu s'illustrer comme équipier à Liège-Bastogne-Liège. Et puis j'ai repéré, comme 30e coureur, hein, puisqu'on n'a pas, je vous le disais juste avant, beaucoup de liberté, un Vandenbroek qui m'a l'air bien prometteur à 20 ans, avec des notes plutôt pas trop mauvaises. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que 20 ans, c'est très jeune pour un cycliste. Voilà, j'ai tenté. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu. Il n'y a qu'une bonne surprise à avoir sur un coup comme ça. Alors, en 2021, en revanche, on aura énormément de mouvements à faire. Là, à l'été 2020, c'était très très restreint, je l'ai dit en préambule, et je ne pouvais pas ne pas prolonger Van Houck pour des raisons évidentes. Il est belge, il est prometteur. Et Benoît, bon, il n'y a même pas besoin d'en parler. Et Van Endert, c'est presque affectif. Et puis après, ben, comme le sponsor me réclame des Belges, voilà, j'aurais pu prendre un Egan Bernal, j'aurais pu prendre plein de coureurs très forts, mais voilà, on va se calmer. On reconsidérera la situation à l'été 2021, parce que là, par contre, il y aura peut-être du lourd à aller chercher. On aura pas mal d'argent disponible en plus. Donc il y aura peut-être moyen de faire quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Voilà, toujours dans les limites d'un certain réalisme, mais dans un certain esprit pour notre équipe Lotto Soudal. Alors on voit qu'on est dans le final de San Sebastian, euh, où je vais donner finalement la priorité à Tim Wellens, étant donné que Tige Benoît sort d'un Tour de France victorieux. Euh, on est dans le principe du partage dans notre équipe Lotto Soudal. C'est le partage. Wellens s'est beaucoup sacrifié pour Tige Benoît. Il mérite que Benoît l'emmène le plus proche possible d'une victoire à la Classica San Sebastian. Donc je vais couper l'effort avec Benoît. Voilà, on va attendre. Il y a un compère qui arrive. Voilà. Oh tiens, comme c'est étonnant. Julien Alaphilippe en tête de meute des poursuivants. Et puis voilà, notre ami Wellens qui n'a plus qu'à, entre guillemets, rouler à toute blinde sur les 5 derniers kilomètres en partant du sommet de sa dernière difficulté. On voit que derrière, ça roule pas mal, mais Wellens, là, à l'approche de la flamme rouge, a de grandes chances d'aller au bout. Je vais prendre la roue d'Alaphilippe avec Tish Benoît. Et puis, on va laisser faire un petit peu les choses, voilà. C'est une victoire de Wellens. C'est sa deuxième Classica San Sebastian consécutive. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est bien. Ça rembourse un petit peu Wellens pour tous ses efforts et tous ses sacrifices. Je pense notamment aussi à 2019, année relativement noire pour lui, puisqu'il était alors champion du monde sortant.
et que il a connu une saison de frustration, une saison avec peu de bras levés, en tout cas surtout sur des courses importantes. Donc voilà, très bonne chose de faite. Ensuite, on va explorer quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est le Tour de Pologne. Alors, on voit que sur le Tour de Pologne, ça commence avec des étapes relativement plates et la première d'entre elles va s'achever par une victoire des échappés. Ils sont 3, il y a donc un Polonais de CCC qui s'est imposé. Et puis le peloton arrive longtemps après, il arrive plus de 5 minutes plus tard, il y a un sprint peloton tout de même. Voilà, donc voilà le nouveau leader du Tour de Pologne. Euh, Attention parce que ce Osmian là, il va falloir le déboulonner parce que 5 minutes c'est beaucoup 5 minutes. Donc voilà, j'avais envie de participer à ce Tour de Pologne parce qu'il comporte quelques étapes qui font plus de 200 km et qui sont assez intéressantes, surtout quand on a des coureurs endurants. Et évidemment, c'est un terrain de chasse relativement intéressant pour un Matthews, par exemple. Bon, là, on voit encore victoire très très légèrement conservée par les échappés, hein, qui se sont arrachés la victoire. Bon, bah, très très bien. Mais de peu, hein, cette fois-ci, c'est vraiment pas passé loin. C'est pas un problème. Donc voilà, bah, ce tour de Pologne sourit aux échappés. Le maillot de leader ne change évidemment pas, hein. Oui, voilà, donc il sert également de galop d'essai et de galop d'entraînement à Omen, à Matthews, qui seront déjà deux têtes d'affiche très importantes sur la Vuelta pour notre équipe. Bettiol, par exemple, n'ira pas, hein, Lambrert non plus, mais Bettiol, il va aller chasser les classiques pendant ce temps-là, et notamment, je pensais aux classiques canadiennes pour Alberto Bettiol, où je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, il aura un pic de forme normalement aux alentours de Québec et Montréal. J'espère en tout cas, puisqu'on n'est parfois pas plus à une surprise près. Voilà, et en cette fin d'étape, Omen qui est en restriction d'effort, hein, il ne peut pas monter au-dessus de 90. Bah, je le fais quand même emmener parce que j'ai pas d'autres possibilités. Ils sont tous morts, ils ont roulé comme des malades. J'ai fait beaucoup rouler les équipiers. Voilà, on va demander à Bettiol d'emmener Matthews. Et évidemment, Matthews va se faire déborder au sprint. En même temps, Ackerman, non, c'est pas Ackerman, mais euh, voilà, j'ai un peu de déception sur cette étape-là parce que elle faisait plus de 200 km et finalement ce sont des coureurs qui ont respectivement 69, 70, 71, 64 même pour l'un d'entre eux d'endurance qui devancent Matthews au sprint. Et moi j'avais fait beaucoup rouler, j'avais essayé de fatiguer, j'avais essayé d'imprimer un énorme rythme, j'y avais laissé pas mal d'équipiers, puis en fait, ben voilà, on voit que bon, si, il y a Lobato là, à 74, ça va, c'est correct, parce que le mec, s'il a un pic de forme, en fait, 74, ça peut monter facilement à 78 en endurance, mais bon, étrange. Le plan n'a pas fonctionné. Après, vous me direz, mes coureurs, ils sont pas non plus en grande forme, hein. Donc ça peut aussi beaucoup jouer. On voit que là, on va échouer de très peu devant une vieille connaissance. Bref, je ne ferai pas de commentaires. On lui a préféré De Beust à un moment donné. Et puis là, bah, il nous rend la monnaie de notre pièce en coiffant Matthews au poteau. Bon voilà, là encore c'est assez anecdotique. C'est ouais, moi je trouve que ce tour il est assez intéressant et puis on va voir que le maillot jaune est toujours en place, hein. Et il a encore une solide avance, hein. Il a encore 5 minutes sur tout le monde sauf ses deux compagnons d'échappée de la première étape. Voilà, une étape 5 là, qui est hyper intéressante.
Elle est extrêmement, comment dirais-je, extrêmement euh, escarpée hein, par endroits. Il y a de belles côtes. Là aussi, je vais faire rouler beaucoup. Je vais demander aux équipiers de beaucoup se démener en espérant comme ça peut-être placer sur orbite un Sam Omen ou s'il en est capable un Michael Matthews. Donc alors qu'on est seulement au 3/5e de l'étape à peu près, il y a déjà beaucoup de gens très fatigués, beaucoup de gens largués. On a réussi à faire une sélection importante. On voit par exemple qu'ici, sur la toute fin d'une des dernières difficultés de cette étape, je suis obligé de faire ralentir Omen parce que l'ami Matthews est complètement carbo. Il a beaucoup donné, il a beaucoup mené notamment. Et puis, bon, on va quand même enfin assister à un changement de leader, probablement. Vous voyez Bettiol qui avait tout donné et qui était un peu largué, que je fais réaccélérer parce qu'il a repris de la barre, un peu au nez à la barbe du futur ancien maillot jaune. Euh, bon, on a compris, ça va changer de leader. Maintenant, on aimerait bien que ce soit, par exemple, Sam Omen. Et il y a comme ça plusieurs coureurs qui n'en ont pas décidé ainsi. On voit, il y a Nicolas Roche, le BMC Nicolas Roche, qui est très fort. Euh, Pouls n'est pas très loin. Roglic, il faut savoir que ce Tour de Pologne terminera par un contre-la-montre d'environ 25 km. Donc, c'est pas anodin de voir Pouls pas très loin, de voir Roglic pas très loin des avant-postes, parce que eux, ils ont une vraie chance de victoire finale. Euh, pour ce qui est de nos coureurs, il y a une très faible chance, puisque leur note, je pense aux aux trois qui sont le mieux placés au général, c'est-à-dire Omen, Matthews et Bettiol. Ils ont tous trois une note en contre-la-montre qui est relativement moyenne, trop moyenne pour pouvoir espérer quoi que ce soit. En revanche, voilà, dans mon esprit, gros favori à ce stade, peut-être un Wout Poels, surtout un Roglic, hein. Voilà, un petit peu comment je vois les choses à ce moment-là. Moi, je me dis que finalement, on va juste essayer peut-être de prendre un top 5 ou un top 10 au général et quand même d'essayer de gratter une étape. Bah oui, bah alors si on veut en gratter une, il y a plus que l'étape 6 parce que la 7, elle ne sera absolument pas pour nous. C'est un contre-la-montre, hein, j'en ai parlé juste avant. Je tente un départ. Dans l'avant-dernière difficulté, je tente un départ avec Sam Omen. Vous voyez comme il est facile, Nicolas Roche. Nicolas Roche, il est vraiment dans une super forme. Il est très dur à décramponner. Et il accompagne Omen qui fait tout le boulot. Il est facile et en plus, il va se permettre, comme on va le voir voilà, dans un instant, alors que finalement les poursuivants ne sont pas très loin, hein. Voilà, il va se permettre en plus d'aller conclure une deuxième victoire d'étape consécutive. Ok, on a compris que à la veille du contre-la-montre final, Nicolas Roche s'affirme comme vraiment l'homme fort de ce Tour de Pologne. Donc, c'est assez intéressant là encore de pouvoir observer voilà des choses un petit peu sans pression parce que ça fait du bien de courir un Tour de Pologne sur lequel on n'a strictement aucun objectif et aucun coureur en forme, etc. Ça détend, ça détend parce que pour le reste, il y a un petit peu de pression là sur d'autres courses qu'on a vues et qu'on verra. Voilà, donc petit contre-la-montre finale où j'essaye de limiter autant que faire se peut la casse avec Omen, avec Matthews pour voir s'ils peuvent préserver une place au général, mais ayant explosé la veille sur le final, on ne se fait pas non plus des masses d'illusions. Donc Matthews va en terminer avec un temps honorable, hein, honorable vu ses notes.
Omen va en terminer également de manière assez honorable. Et puis, ce qui va être plus intéressant, c'est la victoire finale dans le fond, hein. Moi, je crois beaucoup en Roglic parce qu'il a très très peu de retard par rapport à Nicolas Roche. Et puis, en fait, à ma grande surprise, alors que Rohan Dennis a survolé le CLM, bah non, bah c'est Nicolas Roche qui conserve la première place. Voilà. Donc, bah, welcome. Très jolie victoire dans le World Tour sur une épreuve comme celle-là pour Nicolas Roche. Magnifique. Ok, donc on est prêt à passer à la suite. On a validé 3 de nos sujets à traiter du jour. On va passer donc au Tour du Benelux. Alors le Tour du Benelux, il commence relativement calmement. Vous avez vu, c'est rigolo, mon ordinateur est un peu, il a un peu pété un plomb là sur le final de cette étape 1. Parce qu'il y a tout le monde qui fait un peu de la danseuse sur place, c'est une illusion totale. En fait, regardez la vérité de ce qui s'est passé. Voilà, c'est une victoire au sprint. Bon, très clairement, le classement général n'a aucun intérêt à ce stade-là. Pour ça que je ne me suis même pas attardé dessus. Et puis la deuxième étape, elle, par contre, est beaucoup plus intéressante. C'est un contre-la-montre par équipe. C'est un exercice que j'aime bien. Plus ça va et plus j'aime ça. Alors qu'au départ, je ne savais pas réellement comment les jouer et j'avais même tendance à estimer qu'en les simulant, j'avais peut-être de meilleurs résultats que si je les jouais. Mais maintenant, en fait, il est hors de question d'en simuler un. J'ai surtout envie de les jouer. Quickstep s'impose, mais en fait, les écarts sont hyper faibles, puisque nous, on n'est qu'à une dizaine de secondes, et on est dixième, quoi, hein. Donc, voilà, très tranquille. Le classement n'a pas évolué, il n'est pas encore très significatif. Ah là là, sur cette étape 3, que se passe-t-il? Attendez, incroyable. Avec Groenewegen qui commençait à lever les bras, il pensait avoir gagné sur De Bussere. Et en fait, il y a Tim Wellens revenu du Diable Vauvert qui le coiffe au poteau. Regardez comme c'est improbable. C'est totalement improbable là de penser à une victoire de Wellens quand on voit même la situation à 100 mètres de l'arrivée. Et pourtant, elle est plus que claire. Elle est plus que claire. Donc voilà, bah tiens, première bonne performance sur ce tour du Benelux, signé Tim Wellens, qui du coup se positionne au classement général. Bon, de toute façon, il n'y a rien de fait, hein. Il doit y avoir une soixantaine de coureurs en 20 secondes, hein. Donc il n'y a vraiment rien de fait à l'orée d'une étape 4 qui, elle encore, se terminera au sprint. J'ai fait exprès d'écourter énormément ces étapes, pardon, qui arrivent au sprint, parce que honnêtement, je vais pas en faire des tonnes pour quelque chose qui se joue en une vingtaine ou une trentaine de secondes, hein. Donc voilà, très très bien, bravo. Allez, on va passer à l'essentiel. L'essentiel, qu'on voit que le classement a légèrement évolué avec les bonifications. Voilà, l'essentiel, ça va se jouer aux étapes 5, 6 et 7. Notamment là, sur cette étape 5, je décide d'énormément fatiguer nos concurrents. J'ai fait rouler là encore, un petit peu à l'image de ce que j'avais fait sur le Tour de Pologne, j'ai énormément fait rouler les équipiers. Sur le final, je vais faire porter une attaque par Wout van Aert avec Tige Benoît dans sa roue, avec Tim Wellens. C'est la fine équipe, hein. On a l'habitude. En fait, on a sous nos yeux nos 3 meilleurs coureurs. Bon, Allegard, Wallace sont des gens qui ne déméritent pas, hein, sont de super équipiers. Mais voilà, hein, Wellens, Van Aert, Benoît, c'est un peu nos 3 joyaux belges de cette équipe Lotto Soudal. Et puis après, évidemment, il y a un Mézec,
il y a des petits, il y a des coureurs d'avenir qui sont plutôt sympas, mais voilà. Dans ce final, on a donc nos 3 hommes forts qui sont présents à l'avant. Je vais faire relayer un petit peu. Je vais faire relayer parce que j'ai envie d'aller peut-être là encore essayer de faire quelques écarts. Essayer de faire quelques écarts. On va essayer de lancer avec Van Aert, qui est un formidable rouleur. Et puis derrière, on va essayer de mettre sur orbite Tige Benoît, qui est meilleur sprinter que Wellens ne peut l'être. Et ça va être une victoire, ça va même être un doublé Lotto Soudal avec victoire de Benoît, deuxième place pour Wellens, très très satisfaisante, toutes les deux. Voilà, donc on va effectuer un rapproché par ce biais, un rapproché au classement général, puisqu'il y a des bonifs à chaque fois. 10 secondes de bonif là pour Tige Benoît, ça va le faire revenir un petit peu. Finalement, comme vainqueur potentiel, lui aussi, Tim Wellens va prendre le maillot de leader, très bien. Et puis, on s'aperçoit, là encore, c'est hyper serré, il y a un Stibar, il y a un Lampard, il y a un Arnaud Desmar, il y a énormément de gens qui... Mais rien n'est fait, strictement rien n'est fait. On a, voilà, encore quelque chose qui joue à quelques secondes. Alors, sur cette étape 6, là aussi, j'essaie de durcir. J'ai fait énormément rouler. Alors, dans un premier temps, Hofland, De Bussere, Wallace, Allegaert ont été vraiment sollicités. Et puis, dans le final, c'est pour les costauds, hein, c'est pour nos 3 hommes forts. Je vais faire un peu relayer à tour de rôle Benoît, Wellens, Wout van Aert. Et on a plutôt un final qui pourrait être favorable s'il n'y avait pas la présence d'un Arnaud Desmar, donc, ainsi que de 2 de ses coéquipiers dans ce groupe de tête. Donc, je vais tenter un départ avec Wellens. Voilà. C'est pas trop loin de marcher. En fait, ça aurait sûrement marché s'il n'y avait pas eu un Latour, s'il n'y avait pas eu un Hermans, qui est un FDJ hein, dans cette partie en 2020, qui avait roulé comme il fallait pour ramener leur leader Arnaud Desmar. Et du coup, je vais lancer le sprint, mais sans réelle capacité de lutte, parce que Desmar, c'est beaucoup plus fort au sprint que Benoît. Voilà, hein, c'est pas grave. Là encore, petite prise de bonification. Et puis, quelque part, on se garde encore la possibilité, avant l'étape 7, de jouer 3 cartes, potentiellement, pour la victoire finale, alors qu'on voit qu'Arnaud Desmar a repris le maillot pour pas grand-chose du tout. 5 secondes. On a 3 cartes à jouer. Après, voilà, il y a 11 hommes qui sont concernés par la victoire finale, hein, grosso modo. Mais à l'intérieur de ces 11 hommes, nous, on en a 3. Alors, petit clin d'œil au mur de Grammont, hein, ce qu'ils appellent dans le jeu Gerhardsbergen. Je trouve une vieille image là qui est rigolote. Parce qu'évidemment, le mur de Grammont a été associé pendant super longtemps au Tour des Flandres. Euh, et, et là, en l'occurrence, il est présent sur cette étape 7. Il va être franchi à quelques reprises. Et puis regardez ce qui se passe, c'est totalement incroyable. J'étais resté sur Arnaud Desmar parce que je voulais voir un petit peu comment ça se comportait. Chute, on est très très loin de l'arrivée, on est proche du milieu de l'étape, mais vu que c'est notre concurrent, je dirais, hein, vu sa force sur pavé, etc., et puis vu son endurance, et puis vu sa force au sprint également, c'était notre concurrent principal, hein, quelque part. Et puis j'étais sur lui, et badaboum, j'ai compris pourquoi ça avait cassé. Au début, j'avais cru à une bordure, et puis en fait, non, c'est une chute, hein, c'est une chute. Bon, nous, on va rien changer à nos habitudes. De toute façon, c'est une étape, la 7,
dans laquelle il y avait une décision à faire, et qui dit décision à faire dit il faut envoyer du lourd avec Benoît, avec Van Aert, avec Wellens. Donc à partir de là, j'ai essayé de muscler les choses, de muscler la course. On voit qu'il y a par exemple voilà plusieurs moments où on n'est pas loin d'être repris, mais en fait non, on arrive à s'échapper en produisant soit un gros effort, soit une attaque dans comme ça ce type de côtes pavées, hein, qui sont un petit peu comment dirais-je le terrain de prédilection d'un Benoît, hein, même d'un Van Aert dans son genre. D'un Wellens un peu moins, puisque Tim Wellens n'est pas spécialement très fort sur pavé. Donc on voit qu'il y a Van Avermaet, il y a Durdridge, il y a Sylvain Dillier, il y a plusieurs coureurs assez intéressants, hein, dans les poursuivants. Un petit peu plus loin, on aperçoit un Quick-Step qui est en poursuite de nos coureurs, et notamment de celui qui est en train de lâcher, c'est-à-dire Yellow Wallace. C'est voilà, c'est Lampart. Lampart est en train d'essayer de faire l'effort pour revenir sur bien Van Aert, Benoît, Wellens. Et en fait, regardez, il va revenir dans pas longtemps. Voilà. Derrière, c'est plus dur, hein, pour les poursuivants. Là, on passe une première fois sur la ligne d'arrivée. Disons que il est sur le point de nous reprendre. Là, il nous a repris, ça y est. Et justement, je vais faire un petit peu barrage en profitant du fait que Wellens n'en peut plus. Je vais faire couper l'effort à Tige Benoît, et puis on va laisser partir Wout van Aert. Parce qu'en fait, ça m'est totalement égal si c'est Van Aert, Wellens, Benoît qui gagne ce Tour du Benelux, mais j'ai envie de le gagner, c'est une course importante pour une équipe belge. Voilà. Donc on va voir que Lampart n'est toujours pas lâché. Il va revenir sur Wellens Benoît. Du coup, je coupe l'effort de Wellens et Benoît, puisqu'après tout, une victoire, en tout cas une prise d'écart par Van Aert ne me dérangerait pas. Ah oui, mais bon, la donne change. La donne change pourquoi? Parce qu'il y a le retour de Stuyven, de Durdridge toujours, de Van Avermaet. Et là, par contre, c'est plus pareil parce que à eux tous, ils peuvent éventuellement faire rentrer ce groupe sur Van Aert qui commence un petit peu à se fatiguer. Alors on va rester bien vigilant et on va pas hésiter à produire une offensive avec Wellens ou avec Benoît. Alors sur ce terrain-là, c'est plus avec Tige Benoît, hein, évidemment. Et on voit que cette offensive, elle est payante. Donc Wellens va couper son effort. Voilà, après avoir démarré un petit peu. Surtout, on se calme, on se calme. Et Wellens va juste se caler dans la roue de l'ami Lampart. On est très très proche de l'arrivée. Il y a des échappés à qui la victoire est relativement promise. Mais je vais quand même faire sprinter Van Aert, faire sprinter Tige Benoît. Tige Benoît, il lui reste beaucoup de barres à ce moment-là. Et en fait, c'est incroyable ce qui va se produire. Tige Benoît va venir coiffer au poteau Wellens, qui était pourtant parti pour l'emporter. Alors c'était des échappés qui avaient un énorme retard, hein, au général, donc c'était pas du tout une question de classement général, mais voilà, tant qu'à faire, c'est plus joli de gagner un Tour du Benelux en s'imposant sur une étape reine, ou en tout cas une des deux étapes reines, que d'aller se contenter d'une place, alors que la victoire est possible. Donc victoire de Tige Benoît. Par là même, il s'impose dans ce Tour du Benelux. Voilà, alors qu'on voit qu'Arnaud Desmar a payé très très cher ses efforts. Voilà, il nous fait une belle année, Tige Benoît, cette année. Et
n'est pas terminé. Les prochains objectifs pour lui, hormis une participation à Plouay notamment, les prochains objectifs sont évidemment championnat du monde et Tour de Lombardie. Voilà, il n'ira pas sur la Vuelta, hein, bien sûr. Je pense que l'année suivante, il ira sur la Vuelta. L'année suivante, on l'enverra sur la Vuelta, avec peut-être une idée derrière la tête. On verra. C'est encore un petit peu loin, j'ai pas encore tout prévu. Alors, on est dans le final de la Cyclassix de Hambourg maintenant, et on voit que dans ce final, je muscle un petit peu les choses avec un Hirschi qui roule à bloc, et puis on n'a quand même pas emmené Degenkolb pour regarder, hein. Donc l'idée va être d'essayer de préparer le terrain pour une victoire de John Degenkolb, un coureur que j'adore, je vous l'ai déjà dit. J'étais tellement heureux de pouvoir le signer, en plus le salaire n'était pas exorbitant à l'été précédent pour le signer. Maintenant, c'est sûr qu'on peut dire qu'il n'a pas été très heureux chez nous pour le moment. C'est pour ça que je tiens vraiment à lui offrir cette victoire à Hambourg, en plus, à domicile, entre guillemets, en Allemagne en tout cas. C'est parti. Wes Matthews va être chargé d'emmener John Degenkolb. Voilà, c'est encore une fois une petite offrande qu'on va faire. Offrande à John Degenkolb en l'occurrence. Très bien, on l'a prise. Par contre, ce qui peut surprendre, et c'est ce qui m'a surpris, et vous allez voir que je vais pas en rester là, c'est de voir arriver un Gaviria, un Caleb Ewan notamment, voir qu'un Alexander Christophe a été lâché, de voir autant d'écart en fait sur ce sprint. Et donc, ça mérite une explication. En fait, dans la dernière cuvette, si j'ose dire, puisqu'il y a comme ça 4 passages dans cette cuvette sur cette Cyclassix de Hambourg, j'avais produit un très très gros effort avec, voilà, on voit là-bas Van Auk qui emmenait Hirschi, qui emmenait Matthews. Et puis j'avais laissé en arrière-garde, j'avais laissé Degenkolb, bah, finalement, pour qu'il soit ramené par ceux qui contesteraient euh, évidemment l'échappée des autres, quoi, parce qu'il ne s'agirait pas de laisser partir un Matthews comme ça, on se doutait bien que ce serait pas le cas. On voit que là il va y avoir des Sunweb et surtout des Quick Step qui vont essayer de rouler vraiment vraiment fort. Gaviria est dans le coup là, hein. Gaviria il est plus que jamais dans le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Gaviria est arrivé si loin au sprint alors qu'il aurait été censé nous croquer très facilement avec sa pointe de vitesse? Alors certes, il y a un paramètre pic de forme, on peut se douter que il était tellement fort sur le Tour de France qu'il n'a pas eu le temps encore de retrouver un, un troisième pic de forme cette année, mais ça ne suffit pas comme explication parce qu'il est capable de nous battre sans pic de forme. Et regardez, j'ai trouvé, j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où il y a une première cassure. Alors, il y a un quick step qui va venir, Asgren va venir essayer de ramener Gaviria. Et là, Gaviria va essayer de se prendre la roue de Luis Leon Sanchez, mais ça ne va pas non plus fonctionner, puisque Sanchez va, pour ainsi dire, caler. Et bah, après, du coup, voilà, hein, c'est réglé. Et attention, hein, vous avez vu Bauhaus, 83 en sprint, 83 en accélération, lui aussi, hein, il était vraiment vachement plus favori entre guillemets que nos deux coureurs, mais voilà, ça s'est joué. Degenkolb a gagné. Alors, la suite. La suite, dès l'épisode 48, ce sera évidemment la classique de Bretagne, est intéressante, hein, c'est vraiment une jolie classique, on verra si on est en mesure de la gagner ou pas, et puis évidemment, on attaquera la Vuelta, parcours 2015, une Vuelta qui commence dans la région de Marbella. Et j'ai un peu étudié le parcours. Elle va être dure, hein. Elle va être dure pour nous. Elle va être bien difficile pour nos coureurs.
Ça va pas être facile, on est un petit peu hors de forme pour nombre d'entre eux. Les pics de forme devraient intervenir pendant la Vuelta, mais on va l'attaquer avec 0 pic de forme. Voilà, écoutez, acceptons-le. Il y a eu des petites imperfections, il y a eu des petites erreurs, et c'est sûr que c'est plus en fin de saison que vous allez payer l'addition que en début de saison ou en milieu de saison où vous avez pu faire des ajustements. Et voilà, donc c'est pas un problème. On va quand même donner le maximum. On aura plusieurs coureurs qui seront quand même en grande forme. Je vous dis à très très bientôt pour cette Vuelta notamment. Ce sera, j'en suis sûr, tout de même intéressant. Bye bye.